Avec nous pour ce club, comme tous les lundis, Yves Tréhard. Bonjour Yves. Bonjour, merci d'être là, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Et on est ravis d'avoir Françoise Degois. Bonjour Françoise, bonjour. Éditorialiste politique. On va parler avec vous de ce qui est peut-être une bascule historique. Les États-Unis ont frappé l'Iran il y a 48 heures. Les Américains qui affirment avoir dévasté le programme nucléaire iranien est un tournant. Faut-il s'attendre à une escalade et une riposte de l'Iran ou au contraire peut-on entrevoir la paix désormais au Moyen-Orient? Vous nous direz ce que vous en pensez et quel rôle peut jouer la France dans tout ça. Et puis Alex, l'actualité nationale aujourd'hui, c'est le conclave sur les retraites, dernière étape. Oui, dernier jour de négociation entre les syndicats et le patronat et ça coince sur les critères de pénibilité. Et on va en parler dans quelques instants. D'abord, on regarde l'actualité dans nos régions. Et c'est l'heure de notre reportage en région. On va parler de Mondial Relais. L'année dernière, l'entreprise a livré 200 millions de colis sur le territoire. Malgré cette croissance, elle annonce se séparer de plusieurs points relais chez les commerçants. Parmi eux, Céline Mallet, commerçante à Rabastens de Bigorre. Elle ne s'y attendait pas. En mars dernier, elle reçoit une lettre recommandée de Mondial Relais avec qui elle travaille depuis 25 ans. Et son contrat est rompu. Pour elle, c'est la stupeur. Alors, plusieurs mois après, Cécile Sixou est allée la rencontrer pour voir comment elle vit l'arrêt de cette activité. Voilà, tout ça de libre. Il y a encore quelques mois, ces étagères étaient remplies de colis. Désormais, il ne reste que quelques cartons car Céline a perdu son contrat avec Mondial Relais, son principal fournisseur. L'entreprise a stoppé net sa collaboration avec la commerçante. Ce que j'ai reçu par recommandé, donc par la présente, nous vous informons de notre décision de mettre fin au contrat de dépositaire qui lie nos sociétés. Ça a été une rude épreuve pour moi. Je me suis sentie lâché complet par une entreprise avec qui je travaille depuis 25 ans, avec qui j'avais jamais eu de problème. Je me suis sentie comme si on me jetait à la poubelle en fait. Céline s'occupait d'une centaine de colis par jour et jusqu'à 200 en période de fête. Un gros volume pour son commerce qui lui rapportait entre 800 et 1200 euros par mois. C'était 30 centimes par colis livré, 15 centimes par envoi. Mais bon, j'en faisais beaucoup, donc ça représentait presque un salaire de mes employés, que je n'ai plus. Donc pour l'instant, je n'ai pas réussi à compenser. En plus de ça, elle a perdu des clients. Son magasin, idéalement situé au bord d'une nationale, lui permettait d'attirer de nouveaux consommateurs. Ça m'a enlevé du passage. Souvent des mères de famille qui venaient chercher leurs colis, qui venaient avec leurs enfants, qui achetaient des bonbons, ça m'a enlevé une fréquentation. Désormais, pour retirer leurs colis, les habitants de Rabastens sur Bigorre peuvent se rendre dans la zone commerciale. Mondial Relais y a installé un locker, ce que déplorent les habitués. Salut, ça va? Oui. Ouais, un horizon s'il te plaît. C'est comme les caisses automatiques, il n'y a plus le contact, il n'y a plus le petit bonjour, le petit sourire, la petite discussion aussi qui va bien, quoi. Les lockers plutôt que les commerçants. Le cas de Céline n'est pas isolé. Au total, Mondial Relais aurait rompu 3500 contrats et installé près de 7000 lockers dans toute la France. Une nouvelle politique qui rend amère Céline. On m'a utilisé pour faire progresser l'entreprise. Donc Mondial Relais est monté en flèche. Et je pense que Mondial Relais va redescendre C'était les leaders. Et je pense qu'ils vont se faire dépasser largement. De son côté, Mondial Relais dit s'adapter aux nouvelles habitudes des consommateurs qui peuvent venir chercher leurs colis quand ils veulent. Voilà, on voit ces fermetures de relais chez certains commerçants. Françoise, ça a un impact pour les commerçants et du coup pour les territoires en question. Oui, ça fait mal en fait. C'est d'une brutalité extrême. Congédier, moi, ce qui m'a le plus touché, alors j'ai bien compris, c'est vrai qu'on se dit, les lockers, c'est ces boîtes automatiques que vous voyez absolument partout, vous rentrez votre code et finalement vous ressortez votre colis. Moi, ce qui m'a frappé, c'est ce qu'elle a dit au début. En réalité, cette commerçante, j'ai été jetée vraiment comme un Kleenex et j'ai ce souvenir, vous savez, il y a 20 ans ou 25 ans, le Forum social à Porto Alegre, avec tous les altermondialistes qui étaient là et qui disaient « nos vies ne sont pas des marchandises, on ne peut pas être jetés comme des Kleenex ». Il y avait tout ce mouvement-là.
On est 25 ans plus tard et on se rend compte que finalement rien n'a évolué et qu'on est dans une sorte de logique marchande, y compris des êtres humains, et là en l'occurrence de cette commerçante. Et moi, il faut freiner ça. Et après, ce sont que des questions de décision politique, mais on en parlera plus tard. Mais la réalité, c'est que c'est une réalité dévastatrice. Et encore, vous verrez dans quelques semaines et dans quelques mois tous les reportages sur tous les postes qui vont être supprimés par l'IA, qui commencent à arriver, notamment dans l'enseignement des langues. Je pense qu'il faut déjà commencer à sonner l'alerte. Il y a des tas de contractuels qui sont en train d'être supprimés à cause de l'IA. Donc, interrogeons-nous. Ouais. Puisqu'on parle effectivement de ces questions et de l'impact sur les territoires, hier, le directeur général de Mondial Relais donnait une interview au JDD News où il expliquait donc qu'il y avait des fermetures de points de vente naturels parce que il y a des fermetures de commerce. Et puis, il disait aussi il y a environ 1000 fermetures que nous avons choisies dans des zones où notre réseau est devenu trop dense. L'objectif, c'est de mieux répartir nos points relais pour améliorer la qualité de service sur l'ensemble du territoire. Bah, lui, il s'exprime au nom de sa société. Hein. On va pas, évidemment, il y voit son intérêt. Non, on est dans une phase aujourd'hui de transition industrielle, mais qui touche aussi les services, la preuve. Et donc, c'est compliqué. Alors, aller à l'encontre de ça me paraît tout à fait impossible, parce que il y a des logiques qui sont irréversibles. Simplement, c'est toute la difficulté, c'est d'accompagner ces transitions. Voilà, cette femme, il faut avoir une capacité d'anticipation aujourd'hui très forte. Ça lui est tombé dessus comme ça tombe sur pas mal de salariés, j'ai l'impression, enfin de contractuels avec Mondial Relais. C'est pas simple, c'est pas simple de trouver la parade. L'actualité nationale aujourd'hui marquée, on le disait, par la fin du conclave sur les retraites. Alex, ultime réunion de négociation de ce conclave, ce sera cet après-midi. Oui, on est dans le temps additionnel de ce conclave sur la réforme des retraites, pour filer la métaphore sportive. Rendez-vous à 15h pour les syndicats et le patronat qui vont être autour de la table. Les syndicats qui sont encore autour de la table, notamment la CFDT et la CFTC, car certains ont claqué la porte comme la CGT. Le patronat devrait y participer, même s'il y a une incertitude. On sait déjà que les partenaires sociaux ont trouvé certains points d'accord dans cette négociation qui dure depuis des mois, comme la nécessité d'atteindre l'équilibre financier de notre régime d'ici à 2030. Cela veut dire combler un déficit de 6,5 milliards d'euros d'ici plusieurs années. Les partenaires sociaux sont également d'accord pour augmenter les pensions des mères de famille qui ont eu des carrières hachées. Et côté syndicat, on accepte de ne pas revenir sur l'âge légal de départ à 64 ans. C'est une forte concession faite par les syndicats face à un patronat qui a été inflexible sur ce point. On écoute la patronne de la CFDT ce matin, Marie-Lise Léon. Le dogme des 64 ans a été posé comme un totem, une ligne infranchissable par le MEDEF. Ça ne veut pas dire que la CFDT, elle est pour les 64 ans. Aujourd'hui, on a bien compris qu'il n'y avait pas de voie de passage. Cet avancement de 67 à 66,5, ça peut être une façon de répondre aux difficultés des femmes, notamment, qui ont des carrières très hachées et qui n'arrivent pas à aller à accumuler leur trimestre jusqu'à 67. Donc 66,5, c'est un équilibre, ça peut être une voie de passage. Alors, on va préciser cette question des 66 ans et demi. Il s'agit de l'âge de départ à la retraite sans décote, quand on n'a pas pu avoir tous ces trimestres de cotisation. Aujourd'hui, cet âge de départ, il est de 67 ans et les syndicats souhaiteraient l'abaisser, alors à 66 ans ou à 66 ans et demi. Ça fait partie des points de négociation qui coincent actuellement dans la discussion avec le patronat. Et il y a un autre sujet qui présente des difficultés. Il s'agit de la pénibilité du travail, puisque le MEDEF refuse d'introduire de nouveaux critères de pénibilité comme le port de charges lourdes, les vibrations mécaniques ou encore les postures pénibles. Alors François Bayrou l'a rappelé, s'il n'y a pas d'accord entre les partenaires sociaux sur l'amélioration de cette réforme des retraites, c'est la réforme 2023 qui s'appliquera. Mais à gauche, les socialistes rappellent aussi que si le Parlement n'a pas le dernier mot sur cette réforme des retraites, ils censureront le gouvernement. Et d'ailleurs, du côté du Rassemblement national, on ne s'interdit pas également de censurer le gouvernement après les conclusions de ce conclave des retraites. On va écouter Sébastien Chenu. Si c'est pour sortir 3-4 mesures souvent inapplicables sur la pénibilité, on prend, mais je veux dire, ça sur les pensions des femmes.
il faut prendre sur un abaissement de l'âge de la décote. Il faut toujours prendre ce qui peut être pris. On va voir ce qui sort. Je crois que c'est aujourd'hui que le conclave doit émettre des propositions. On va voir ce qui sort. S'il y a des choses à prendre dans l'intérêt des Français, on les prendra. Mais on ne nous tient pas. François Bayrou ne nous tient pas. Lorsqu'il faudra le censurer, on sera là. Mais sur quoi vous le censurez ? En réalité, le vrai rendez-vous, c'est le budget. Parce que dans le budget, vous avez d'abord... Donc vous attendez de connaître le contenu de son plan d'économie à 40 milliards, mi-juillet. Bien sûr, mais vous aurez le coût de ce conclave. Il sera dans le budget. Dans le plan économique. De toute façon, le vrai rendez-vous, c'est celui-ci. Et le rendez-vous du courage, c'est celui-ci. Que ce soit sur les retraites ou sur le budget, on va écouter la réponse du gouvernement face à ces menaces de censure. Si certains pensent qu'aujourd'hui, ce dont la France a besoin, c'est du chaos, c'est cette espèce de grand bazar, je vous disais même bordel permanent, mais je pense qu'ils sont totalement déconnectés de ce qu'attendent les Français. Les Français nous disent qu'ils veulent de la stabilité, qu'ils veulent de l'ordre. La stabilité, c'est pas l'immobilisme. La stabilité, c'est de pouvoir redonner un cap au pays et de nous mettre d'accord sur l'essentiel. Yves, est-ce que ce conclave, il peut aboutir à quelque chose ? Ça, j'en sais rien. On verra, mais moi, je crois assez peu quand même à la censure. Qui a intérêt à la censure ? Censure, pour quoi faire ? Pour retrouver un autre Premier ministre ? Et pour recensurer à la rentrée ? Bon, je vois pas tellement. Le Rassemblement national est dans une position qui me paraît compliquée. Si vous arrivez à décrypter ce que dit M. Chenu, le décryptage se fait au détriment de Marine Le Pen, me semble-t-il. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur de la maison Rassemblement national, ça va pas fort. Il y a quelque chose qui cloche. Le Parti socialiste, moi je veux bien, mais bon, ils ont intérêt à rien, eux. Parce que s'ils vont vers la dissolution à terme, avec le président de la République, bon, ils vont sortir, ils vont être en slip. Hein. C'est très simple. Hein. Ça va faire plaisir à François. Bah oui, mais c'est comme ça. Je ne vois pas de raisonnement, je vais répondre. Et voilà, donc je vois la majorité, alors là, la majorité, l'ancienne majorité. Le camp présidentiel. C'est même pas la peine d'en parler. Donc je vois pas très bien, si vous voulez, où ça pourrait mener, sinon à une crise. Alors peut-être pour forcer le président de la République à démissionner à terme, parce qu'il y aurait une crise de régime. Compliqué. Françoise. Oui, enfin, tout le monde a intérêt à censurer et à se débarrasser de François Bayrou. Le premier, c'est déjà le chef de l'État. Je pense que tous les jours, il met des cierges pour que l'opposition, le RN, le débarrasse de François Bayrou. Chaque fois que François Bayrou ouvre la bouche, chaque semaine, il perd 4 points. Et Emmanuel Macron sombre, évidemment. Il n'est pas en cohabitation, donc il est complètement lié. C'est-à-dire que le rôle de bouclier a fonctionné, on va dire, 2 mois. Donc ça, c'est le premier point. Et évidemment que Emmanuel Macron, met ses pattes dans le conclave via le MEDEF, parce qu'évidemment, il y a probablement une volonté pour qu'on ne touche pas à sa sacro-sainte réforme. Quand j'entends Marie-Lise Léon, j'aime beaucoup Marie-Lise Léon, mais enfin, vous imaginez qu'au nom du sacro-saint devoir d'arracher absolument quelque chose, on va signer des acrostiches comme ça, mais c'est quelle honte, en fait, en réalité, quelle déception même, hein, de la part de la leader de la CFDT, dont on pensait qu'elle était assez ferme. On a l'impression d'entendre Nicole Notat, un peu, d'une certaine manière, et c'est pas du tout, je veux dire... Elle est restée dans l'histoire, Nicole Notat, comparée à d'autres. C'est pas louangeur par rapport à Marie-Lise Léon. Moi, je pense qu'ils ont renoncé. On sent très bien que c'est bloqué. François Bayrou peut pas faire. C'est politique. Mais François Bayrou peut pas faire. Les mesures, on s'en moque complètement. Ils s'en moquent eux-mêmes. Je voudrais terminer. François Bayrou peut pas faire des promesses de Gascon et dire quoi qu'il advienne, je vous promets que ça repassera par le Parlement. Et là, se dire si ça échoue, je le passe en fait dans le PLFSS parce que c'est ça l'histoire, le budget de la Sécu spécifique. C'est ce qu'il avait dit, hein, Françoise, hein, dès le début. Si. Il a dit, si le texte change, il revient au Parlement. S'il ne change pas, j'adopte la réforme. Soyez pas de mauvaise foi. Non, mais c'est vous qui êtes de mauvaise foi. Non, là, vous êtes de mauvaise foi. La déclaration de François Bayrou, quoi qu'il advienne, il revient au Parlement. Non. Mais bon, sortez-moi les archives. Eh ben, on va sortir les archives. Sortez les papiers. Enfin, Seulement si le texte change. Ça n'est pas vrai. Mais ça n'est pas vrai. Bon, on va pas se battre de toute façon de bon matin. Tout le monde pourra aller regarder la déclaration officielle de François Bayrou. Donc, François Bayrou égale menteur.
si et donc il est normal qu'il soit censuré, il est normal, je vois pas pourquoi vous parlez comme ça du Parti Socialiste, on ne parle pas de dissolution. Parce qu'il ne mérite que ça. On ne parle, mais vous êtes, de toute façon vous êtes méprisant, donc ça vous mènera nulle part. Il mérite que ça, le Parti Socialiste. Je vous dis juste que François Bayrou ne mérite que la censure. Mais est-ce que le PS a intérêt à la censure? Mais bien sûr, évidemment que le PS a intérêt à la censure, évidemment que le PS, la bataille de retraite... Même s'il y a des législatives anticipées derrière. Mais pourquoi voulez-vous qu'il y ait des législatives anticipées? Non mais expliquez-moi, c'est quoi votre théorie à tous? Non mais s'il y a de la censure, il peut y avoir des législatives anticipées, ça fait partie des hypothèses. Non mais pourquoi? Pourquoi il y aurait des législatives anticipées? Vous pensez vraiment qu'est-ce que va changer un autre Premier ministre? Vous pensez vraiment qu'Emmanuel Macron va réutiliser son droit de dissoudre le 8 juillet avec le désastre? Qu'est-ce qu'apporterait au Parti Socialiste un nouveau Premier ministre? Moi, je pense que ça apporte déjà... Écoutez, le Parti Socialiste, je vais vous dire, le Parti Socialiste n'a pas censuré... justement sur la promesse d'aller jusqu'au bout de l'examen des retraites. Il est tout à fait logique, à partir du moment où vous avez un Premier ministre qui fuit et qui fait des promesses de Gascon, de censurer pour essayer d'en sortir de cet immobilisme. Je suis désolé de vous le dire. Si vous pouvez vous satisfaire... Vous n'allez pas changer la réforme des retraites avec le cornu ou avec un autre Premier ministre? Que tout change pour que rien ne change, si vous voulez. Eh bien, écoutez, continuons. C'est pas le sujet. Bah si. Mais non, mais soyez objective. Mais je suis objective. Non, mais regardez, objectivez votre propos. Objectivez... Bah, pas du tout. Si, objectivez votre propos. Vous prenez un nouveau Premier ministre. Vous prenez un nouveau Premier ministre. Bah, le nouveau Premier ministre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être prisonnier. Il va être prisonnier de ce que va lui dire Emmanuel Macron, qui lui dit surtout, tu touches pas. Le seul héritage que j'aurais laissé, c'est un des seuls héritages, c'est la réforme des retraites. On n'y touche pas. Eh bien, c'est là que je ne suis pas d'accord avec vous, mon cher ami. C'est que vous n'en savez rien. Mais si, j'en sais aussi bien que... Il y a un moment... Autant que vous. Mais non, mais ni vous ni moi, nous n'en savons rien. Il y a un moment donné, effectivement, où Emmanuel Macron... Vous savez ce que disait Lacan, le réel c'est quand on se cogne, ok? Il y a un moment donné, il va se cogner sur une réalité, Emmanuel Macron, c'est qu'il ne peut pas voler tranquillement jusqu'en 2027 comme s'il ne s'était rien passé, sans faire des concessions. La politique, et vous le savez très bien, c'est le mouvement. À partir du moment où vous faites mouvement, vous changez les situations. Je n'ai pas dit qu'elles changeaient de façon révolutionnaire. Vous ne pouvez pas rester les deux pieds tankés dans cette immobilisme. Vous savez très bien qu'il ne peut pas revenir sur la réforme des retraites. C'est absolument impossible. Ou alors sinon on est dégradé tout de suite et puis le pays sombre dans une crise noire. Ça c'est autre chose. Je pense pas que c'est la Évidemment que le Parti Socialiste... c'est dommage qu'on dise que ce soit un parti de progrès, c'est un parti de réaction. Mais non, c'est un parti réactionnaire. Mais ce qui est réactionnaire, c'est votre comportement. Arrêtez de brandir la menace de la dégradation. Mais écoutez Yves, ça fait 25 ans que vous brandissez la menace de la dégradation, la menace des riches qui fuient le pays. Si on met l'ISF, personne n'est jamais parti. Et je ne crois pas que c'est la réforme. Je ne vous parle pas des riches, je vous parle des plus modestes qui vont payer la politique socialiste. Mais je crois pas, oui. Parce que c'est eux qui trinquent après. Oui, bien sûr. Allez, les socialistes appauvrissent. Bon, on peut continuer longtemps comme ça. La réalité, si vous voulez, c'est que la politique, c'est le mouvement. Si vous pensez que c'est super bien, ça m'étonne de vous. C'est le mouvement en arrière avec vous. Mais non, mais de rester dans cet immobilisme où il ne se passe rien, où vous avez un Premier ministre qui est 3 jours par semaine à Matignon. Je pense que le mieux, c'est de faire ce que Mme Montchalin a dit. C'est-à-dire, il ne faut rien bouger, parce que plus vous bougez, plus vous dépensez. Et plus vous dépensez, plus vous faites sombrer le pays. La façon de calculer ce que nous a coûté, ça suffit, cette culpabilisation, les retraites, on va être dégradé, regardez ce que font nos voisins, etc. Tout ça, c'est des arguments qui ne tiennent pas. Tout ça, ce sont des arguments de mauvaise foi. C'est des arguments de réactionnaires. C'est vous le réactionnaire, mon ami, c'est pas moi. Allez, on va passer à l'actualité internationale. Bon, je sais. Mais bon, voilà. Non, mais les retraites, ça vous a fait débattre. Ça, toujours. Je ne sais pas, ce truc est fou dans ce pays. Non, parce que les retraites... Non, mais regarde. Alors, les retraites ne sont pas que les retraites. Les retraites, ça n'est pas simplement un petit truc avec les retraites, c'est la soif folle des Français d'égalité. Donc, c'est très puissant, les retraites. En fait, ça touche profondément les gens. On passe à l'actualité internationale, marquée évidemment par ces frappes des États-Unis sur des sites nucléaires iraniens. L'Iran qui menace les Américains de représailles après les frappes. Donald Trump n'exclut pas d'aller plus loin. Résumé de ces dernières heures avec Jonathan Dupriez. Jusqu'où ira Trump en Iran ? Plus que jamais, le doute plane sur les intentions américaines. Après avoir décidé seul de frapper plusieurs sites nucléaires iraniens ce week-end, le président des États-Unis a laissé entrevoir sur son réseau Truth Social la possibilité d'en finir avec le régime des mollahs, ce que son administration démentait pourtant quelques heures plus tôt. Il n'est pas politiquement correct d'utiliser le terme « changement de régime »,
Mais si le régime iranien actuel est incapable de rendre l'Iran grand à nouveau, pourquoi n'y aurait-il pas un changement de régime? Avec ce soutien providentiel des Américains, Israël est en position de force pour continuer sa guerre contre l'Iran. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a assuré être proche d'atteindre ses objectifs de mettre fin au programme nucléaire et balistique de l'Iran. Nous avons déjà obtenu beaucoup et maintenant, avec l'aide du président Trump, nous sommes encore plus proches de nos objectifs. Affaibli et isolé sur la scène internationale, l'Iran continue de riposter sur Israël et promet des représailles sur les bases américaines du Moyen-Orient. À l'ONU, Téhéran accuse les États-Unis de se lancer dans une nouvelle guerre sous de spécieux prétextes. Les États-Unis sont le seul pays à avoir jamais utilisé des armes nucléaires, tuant des millions de personnes dans 2 villes. Ils ont à nouveau recours à la force illégale et mènent une guerre contre mon pays sous un prétexte inventé et absurde, empêcher l'Iran de se doter d'armes nucléaires. Marginalisés par l'opération militaire américaine, les Européens semblent impuissants à peser sur la résolution du conflit. Mais France, Allemagne ou encore Royaume-Uni continuent de plaider pour une désescalade et un retour de la voie diplomatique pour mettre un terme aux hostilités. Et on voit les Européens, la France qui plaide pour une désescalade. Est-ce que ces frappes, Yves, selon vous, elles vont entraîner une escalade ou est-ce qu'au contraire, elles vont ramener la paix au Moyen-Orient? Non, la paix, ça me paraît un peu ambitieux. Ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que ces frappes ont marché? Est-ce qu'elles sont efficaces? Est-ce qu'elles ont retardé le programme nucléaire iranien? Personne n'en sait rien. Il faudrait aller sur place, il faudrait que des agents du Mossad s'infiltrent, ce qui serait possible, je ne sais pas. Mais pour le moment, on n'en sait rien. Il y a vraisemblablement, ça a retardé le programme, ça a affaibli le régime des Mollahs. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si le régime peut survivre à ces frappes et peut encore être soutenu par une partie de la population. Il peut, selon vous, survivre? Oui, parce que vous avez un élément qui est déterminant dans ce pays, ce sont les gardiens de la Révolution. Ce sont c'est une milice, mais énorme. Si cette milice, si elle ne se défend pas, c'est des milliers et des milliers de personnes qui sont à la rue et qui sont exposées au pire, en plus. Donc, le régime ne peut pas tomber comme ça. Enfin, je ne crois pas, en tous les cas. Donc, la question, elle est là. Est-ce que ce régime, comment il va se défendre? Est-ce que, par exemple, on parle de la fermeture du détroit d'Ormuz? Moi, j'y crois pas 2 secondes, parce qu'il se mettrait lui-même en danger, le régime, puisque une des plus grandes parties de ses ressources viennent justement de ce passage. Donc, ça me paraît difficile. C'est comme ça qu'il écoule son pétrole vers l'Asie, notamment, et la Chine. Donc, la question, elle est en suspens encore aujourd'hui. Et vous avez vu que le président américain est monté d'un cran en disant « mais pourquoi pas essayer d'abattre le régime ?» Aujourd'hui, c'était ce matin. François. Oui, je partage absolument tout ce que dit Yves. Je pense que de toute façon, en plus de ça, on ne peut pas procéder à des changements de régime par l'extérieur avec des bombes. La réalité, c'est de voir effectivement, est-ce que ça a marché sur Fordo, parce que c'est surtout Fordo qui nous intéresse avec les 200 centrifugeuses. On sait à peu près qu'il y a déjà des agents, des commandos du Mossad, des commandos israéliens qui sont déjà sur place depuis des semaines. Donc on peut imaginer, ils ont déjà fait ce type d'opération pour aller vérifier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, hormis le fait que Emmanuel Macron, comme toujours, pendule et souffle le chaud et le froid, première réaction, je l'ai trouvé assez formidable, on soutiendra toujours, enfin c'est la ligne gaulo-mitterrandienne française, on est toujours aux côtés d'Israël, après on a l'impression qu'on fait des pas de côté, etc. Bon, je souscris à tout ce que dit Yves, nous n'en savons rien pour le moment, avec l'idée de est-ce qu'on abat Khamenei ou pas. Ça, c'est aussi la vraie question. Est-ce qu'on tue, est-ce qu'on élimine le guide suprême? Moi, je veux faire plutôt de la politique, je suis sidéré. C'est le seul pays, la France, où nous sommes, quand vous lisez, alors là, je veux bien faire des comparaisons, contrairement aux retraites, les autres pays européens, la presse européenne, c'est le seul pays chez nous où on est au délire. C'est-à-dire que maintenant, si on continue un peu à pousser un peu le schmilblick, vous allez avoir, en gros, les gentils mollahs de la République islamique, comment dirais-je, quasiment presque libéraux et progressistes face aux méchants israéliens génocidaires. On est dans une inversion
totale de valeurs. D'une partie de la gauche, parce que c'est pas général dans la classe politique française. C'est pas toute la classe politique française, bien sûr, c'est mon propre camp. Et je dois dire que j'ai quand même une certaine honte quand je lis, j'entends, je vois des leaders, des gens qui sont quand même assez éclairés. Je pensais notamment à Yann Brossard qui, ce week-end, a mis sur un pied d'égalité la façon que les mollahs ont traité les femmes et les ultra-orthodoxes. Ça n'est pas possible, ça n'est pas audible. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement malsain qui s'est installé évidemment depuis Gaza, grâce à Jean-Luc Mélenchon, à cause de lui bien sûr. Vous comprenez bien le sens de grâce, et qui maintenant met un signe égal entre Khamenei et Netanyahou. Le Netanyahou de Gaza doit s'arrêter. C'est un carnage, il devra répondre des crimes de guerre. Mais le Netanyahou de Gaza n'est pas l'État hébreu sur la question de l'Iran. C'est deux choses qui ne sont pas... Elles sont liées parce que l'Iran, c'est la suite du 7 octobre. On élimine le Hamas, on élimine le Hezbollah et maintenant on élimine la source. Mais ça n'est pas la même intention. Et donc, ce cul par-dessus tête français est tout à fait insupportable. Il n'y a pas de signe égal possible entre la République islamique et l'État hébreu, quelle que soit la nature. Moi, de cette coloration politique que je combats, je n'aime pas Netanyahou, mais il n'est pas possible de mettre ça sur le plan d'égalité. Il n'y a pas assez de voix à gauche qui le disent. Et moi, je suis une éditorialiste de gauche, je m'en suis jamais caché. Ce matin, je le dis. Et ça me révolte. Yves, Emmanuel Macron va recevoir les forces politiques. Il y aura un débat au Parlement dans les prochains jours. Ça va permettre à chacun d'exprimer son point de vue. Oui, bien sûr. Bon, alors, on peut toujours se poser la question pourquoi il n'y a pas de... C'est pas plus démocratique comme... Mais bon, le président de la République, c'est le chef des armées, donc c'est lui qui décide. Toujours est-il que... oui, bien sûr que Françoise, elle a raison, il y a quand même une partie de la gauche qui joue le jeu des extrêmes, qui joue le jeu des fondamentalistes, qui joue le jeu de tout ce qui n'est pas la France, c'est-à-dire d'une religion qui est une idéologie qui emprisonne les femmes, qui tue. Je rappelle que quand même, en dehors de la Chine, c'est probablement un des pays qui décapite le plus. Donc c'est horrible, c'est absolument incroyable de voir une partie de la gauche qui pactise d'une certaine façon avec une dictature qui est une dictature sanglante, qui est une dictature terrible. Et tout ça parce qu'elle estime que les pauvres, les prolétaires d'une certaine façon, pour reprendre un vocabulaire social, bien sûr, sont du côté des islamistes. Mais c'est absolument pas la réalité. La réalité, c'est que vous avez d'un côté un régime qui est un régime horrible, qui est un régime assassin, et puis de l'autre côté, vous avez des gens qui luttent pour leur liberté et pour leur droit d'exister. Ça va créer une fracture à gauche où l'autre partie de la gauche ne réagit pas trop. Oui, c'est de toute façon une fracture éternelle. Yves, qui connaît ces classiques, le sait très bien. Depuis les années 70, c'est tout à fait comme ça. C'est-à-dire prolétaires du monde entier. Il y a effectivement toute la tradition trotskiste qui consiste à dire que tout ce qui est contre l'impérialisme occidental et capitaliste doit être soutenu, quelle que soit les causes. Il y a aussi le côté philosophique. Moi, je n'oublie pas Michel Foucault, qui est quand même un philosophe que je vénère, et je n'oublie pas Jean-Paul Sartre, je ne les oublie pas, allant saluer l'ayatollah Khomeini à Neauphle-le-Château, parce qu'ils considéraient que c'était lui, ils avaient rien compris. Avec Marguerite Duras. Non, mais avec Marguerite Duras, ils n'avaient rien compris au film, en considérant que c'était lui le grand libérateur, parce qu'il les libérait de quoi? Du Shah d'Iran, qui était la marionnette des États-Unis. Donc on se trompe, une partie de la gauche se trompe souvent là-dessus. On est justement dans un moment où il faut être extrêmement subtil en réalité. Il faut les damner de la terre, et je suis d'accord avec Yves là-dessus, et c'est très fin, c'est les damnés de la terre ne sont pas... en Iran, d'abord, les Perses ne sont pas les damnés de la terre, c'est une très grande nation avec une immense culture. D'ailleurs, je vous invite à relire les versets, par exemple, d'Omar Khayyam, qui est un poète absolument prodigieux. Donc, il faut vraiment clarifier, être à la fois tranché et subtil dans cette affaire. Et on va continuer à parler de ce sujet puisque c'est à la une de beaucoup de vos journaux régionaux ce matin. Et à la
Alex, les frappes américaines contre l'Iran à la une de beaucoup de journaux régionaux. Oui, la majorité des journaux régionaux aujourd'hui titrent sur ces frappes américaines décidées par Donald Trump contre les installations nucléaires iraniennes dans la nuit de samedi à dimanche. Trump choisit de bombarder l'Iran à la une de la Dépêche du Midi. La guerre éclair de Trump, titre le journal Le Télégramme, alors que l'opération s'est faite via des avions américains furtifs dans la nuit iranienne et des bombes anti-bunker qui ont percé la montagne de Fordo, où est abrité un site important d'enrichissement d'uranium. La tension est désormais maximale au Moyen-Orient, rappelle le journal La Charente Libre. Beaucoup de pays craignent une escalade militaire dans la région. C'est le cas de la France et d'Emmanuel Macron qui appelle à la retenue, à la désescalade et ne croit pas à la solution militaire de Donald Trump. La question est de savoir si l'Iran va riposter à ces frappes américaines ou va négocier l'avenir de son activité nucléaire. C'est la question qui est posée aujourd'hui à la une des dernières nouvelles d'Alsace. Le journal Les DNA qui a recueilli dans ses colonnes l'inquiétude de la diaspora iranienne en Alsace. Les Alsaciens d'origine iranienne sont dans leur grande majorité hostiles au régime des mollahs iraniens, mais ils ne font pas confiance à Israël pour libérer leur pays. Autre sujet à la une de la presse régionale, c'est cette vague d'intoxication alimentaire qui touche des enfants, qui sème la panique dans la ville de Saint-Quentin, dans l'Aisne. Oui, près d'une vingtaine d'enfants de la ville de Saint-Quentin ont été victimes d'intoxication alimentaire ces derniers jours. Une petite fille est décédée la semaine dernière. Des intoxications alimentaires qui seraient liées à de la viande. Des boucheries de l'agglomération de Saint-Quentin ont été fermées par les autorités de manière préventive, même si elles n'ont pas de fournisseurs communs. Les premiers résultats d'analyse devraient arriver cette semaine. Autre sujet d'inquiétude, ce sont les piqûres sauvages. C'est à la une de Havre-Normandie. Oui, les agressions à la piqûre se sont multipliées ce week-end dans toute la France lors de la fête de la musique, notamment en Normandie. Une dizaine de victimes se sont fait connaître auprès des forces de l'ordre en Normandie. Dans tout le pays, 145 victimes selon le ministère de l'Intérieur. Alors c'est moins qu'il y a 2-3 ans où le phénomène des piqûres sauvages avait atteint un pic. Et cette année, 12 personnes ont été interpellées après la fête de la musique. En général, les suites de ces agressions à la piqûre ne sont pas graves. Il n'y a pas de symptômes. Les seringues ne transmettent pas de drogue ou de maladie. Mais en cas de symptômes après ce type d'agression, il faut bien sûr appeler le SAMU immédiatement. Allez Françoise, comme tous les lundis, on termine par du sport. Oui, c'est du basket. Ah oui, désolé Françoise, on va pas parler de l'Olympique de Marseille aujourd'hui, mais en tout cas il y a beaucoup de suspense au sein du basket français puisque c'est la finale du championnat de France et on va avoir un 5e et ultime match dans cette finale entre Monaco et Paris après la victoire de Monaco hier 80-74 dans le match 4. C'est à la une de Monaco Matin qui titre aussi sur le retour de Paul Pogba sur les terrains de football. Il va signer à l'AS Monaco après 3 ans sans jouer à cause des blessures, des affaires judiciaires dont il a été victime, également d'une suspension pour dopage. Et puis on finit par du rugby à la une du journal Sud-Ouest, puisque l'Union Bordeaux-Bègles est qualifiée pour la finale du championnat de France face à Toulouse samedi prochain. Ce sera un derby de la Garonne qui s'annonce chaud, puisque c'est une revanche de l'année dernière où Toulouse avait corrigé sévèrement l'Union Bordeaux-Bègles. Oui, mais avec le doublé peut-être, Coupe d'Europe. Le possible doublé pour l'UBB. Oh là là, elle est forte Françoise. Vous adorez le rugby. Ah bah oui, bien sûr. Allez, samedi, tout le monde devant la finale. Merci beaucoup, merci. Bien sûr. Exactement. La une du Figaro, c'est l'Iran. La démonstration de force de Trump à la une de votre journal. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Très bonne journée.